Soit. Bonjour Rust, comment allez-vous? Bonjour mon cher Guillaume, ça va très bien. C'est formidable, parce qu'aujourd'hui on va passer à une analyse tactico-tactique, doublement tactique, de Big Shot Rob Whittaker the Reaper contre Darren the Gorilla Till. Ils devaient à l'origine s'affronter le 15 août prochain à Dublin pour le fameux événement à Dublin, le grand retour de l'UFC à Dublin, mais le coronavirus est passé par là. Le destin en a voulu autrement. Exactement, et donc ils se retrouveront le 25 juillet prochain à la Fight Island pour l'UFC Fight Island 3. On remercie ESPN pour ce magnifique visuel. Et donc vraisemblablement, ils s'affrontent pour le prochain title shot, on peut dire, puisque Robert Whittaker est toujours numéro 1 depuis sa défaite face à Israel Adesanya. Avant, il était champion. Et de son côté, Darren Till a battu Kelvin Gastelum pour ses grands débuts dans la catégorie. Gastelum qui, à l'époque, restait sur une défaite face à Adesanya pour le combat pour le titre intérimaire, donc était vraiment un des top contenders. Qui a perdu depuis contre Hermansson en 78 secondes. Devant nos yeux. Sur une erreur de rookie, mon cher Rust. Ouais, une erreur, mais il est revenu dans la position qui déjà l'avait commencé à le mettre en difficulté et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Oui, même lui a du mal à comprendre. Oui, c'est ce qu'il a dit. Hein. Donc bref, mais donc là ces deux hommes s'affrontent, ça va être un duel hyper intéressant en 5 rounds et surtout il y a beaucoup d'inconnus parce que là on va faire vraiment la prévue de ce combat-là. Il y a certains combats, par exemple Benavidez contre Figueiredo, où on savait plus ou moins ce qui allait se passer. Ouais. Ousmane contre Masvidal où là aussi il y avait peu de place au doute. Ou notre cher Pépite Tchétchène, où vous le verrez peut-être dans le vlog, où là aussi, on sentait venir le truc. Là, pouf, que dire? Bien malin, que dire? Que dire? Non, franchement, bien malin, parce que là, honnêtement, c'est tellement, bon, déjà, ce sont deux strikers, et on peut dire, je pense, que ça n'ira pas au sol. Là, non. On peut être quand même... Sauf si, non, parce que, mine de rien, ça peut-être Robert Whittaker qui a failli faire partie de l'équipe de lutte olympique, si je ne m'abuse. Ou non, on participait au championnat du monde avec... Ouais, c'est pas les championnats genre AOC. Commonwealth, pardon. Ouais, Commonwealth, c'est ça. Autant pour moi, donc en lutte, donc peut-être qu'il pourrait utiliser ça au cas où. Mais il l'a littéralement jamais fait à l'UFC. S'il se fait sonner, j'entends. Dans le sens où peut-être un petit peu la sécurité. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'avec Ross, il y a beaucoup d'interrogations, c'est parce que Darren Till comme Whittaker ont été très différents lors de leur dernier combat. Ouais. Darren Till, lui, sortait de 2 KO qui étaient... de KO. Ouais, mais on se comprend. Un knockdown, soumission contre Tyron Woodley, puis KO vraiment monstrueux contre Masvidal, qui était traumatisant, monte de catégorie. Donc vraiment, on a eu un nouveau Darren Till contre Gastelum, qui était, on le rappelle, un match-up sur le papier terrible pour lui. Et de l'autre, Whittaker, qui a surpris beaucoup de monde face à Adesanya, parce qu'on l'attendait pas du tout comme ça. Ouais. Alors mon cher Rust, à quoi peut-on s'attendre? En fait, ça va être assez intéressant parce que, et c'est vrai que c'est cool de souligner qu'ils sont différents maintenant, parce qu'en vrai, le Darren Till, avant Gastelum, il était donc c'est un pressure fighter, un combattant qui te met la pression constamment en fait, normalement, Darren Till. Et jusqu'à Masvidal, donc même le combat contre Masvidal, en gros, Darren Till, c'est un peu comme Conor, c'est-à-dire que il va te mettre la pression et t'imposer une présence en avançant constamment et pas forcément, il strike pas forcément tout le temps, il y a pas un gros volume, mais seulement il y a toujours cette menace. Et la menace, donc pour Conor c'est la gauche, pour Darren Till aussi finalement c'est le gros cross. Et en fait, il provoque un contre et de ce contre et de cette théoriquement réaction de panique, il peut sortir le meilleur en fait. Il est aussi très bon en offense directe, avec particulièrement toujours son cross gauche. En fait, c'est un peu comme Conor, c'est vraiment. Il a pas mal d'armes, il a même des kicks, et ça peut être intéressant contre Whittaker, low kick, middle, etc. Mais ce qu'il veut, c'est passer son énorme cross. Mais lors du combat contre Gastelum, il mettait pas autant la pression. Il était beaucoup plus dans, on est chacun notre truc, on va échanger les techniques, mais c'est pas moi qui te mets la pression, qui te court, qui essaie de te cadrer dans le ring, etc. Il était beaucoup plus dans l'échange et prudent en fait. Et il y a des chances que ce soit maintenant le nouveau Darren Till en fait. Il y a des chances parce que, comme tu l'as dit en fait, c'est tellement traumatisant de se faire souiller comme ça par Masvidal. Non, et puis même la première défaite contre Ronde, où je pense que ça a montré ses limites, le côté imposant et quelque part où il jouait aussi beaucoup sur son aura. Oui, c'est ça. Notre cher Darren Till, où les gens ils disaient, il est invaincu, 2, il termine tout le monde, ou il met tout le monde knockdown, donc forcément c'est très chaud. Même le combat contre Stephen Wonderboy Thompson, où il a suffi
finalement d'un seul coup pour que ça fasse basculer la décision en sa faveur. Ouais. Donc c'est vrai que là maintenant il est obligé, puis en plus en middleweight maintenant où les gars sont quand même plus de son gabarit. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux sont d'anciens welterweight. Ouais, d'anciens welterweight qui ont trouvé vraiment, qui peuvent appeler middleweight maison. Non, finalement. Effectivement. Et Vous parliez des kicks, mon cher. Absolument. Je pense aussi que ça aura un petit peu d'impact pour notre cher Whittaker, parce que je repense aux 2 combats contre Romero. On se souvient ce qu'il a fait au genou de Romero, quand même, même si lui aussi a pris. Ouais. Mais c'est vrai que les combattants qui sont assez lourds au niveau des appuis, il les aime bien, le cher Whittaker. Ouais, après, il est pas lourd au niveau des appuis. Il est pas lourd non plus. Mais moi, je disais ça, par exemple, notamment face à... Quel combattant, moi, ça m'avait un petit peu choqué. Jacare Face à... Non, je parlais de Darren Till. C'était face à... Dans le sens, l'utilisation des kicks? Non, dans le sens où il s'était pris vraiment beaucoup de kicks, j'avais trouvé. Bon, il en a pris quelques-uns contre Gastelum. Il en a pris contre Gastelum. Il y a eu contre Gastelum et le combattant qu'il a, je crois, terminé avec des coudes. C'est pas Velikovic, parce qu'il l'a pas terminé, je crois. Ah ben c'est pas lui, mais c'est lui. D'accord. Qui n'avait pas terminé, mais où il y avait eu une vraiment domination de A à Z. De Darren Till. De Darren Till. Oui, absolument. Et ben c'était ce combat-là où il s'était pris pas mal de kicks. Et après, en fait, il y a, c'est allegedly parce qu'on n'est pas sûr. Mais apparemment, en fait, bon, déjà, il y a Darren Till qui le dit lui-même, il est flingué de A à Z. C'est vrai. Et il a gagné ce droit. Il a gagné ce droit. Et il dit lui-même qu'en fait, dans quelques années, il pourra probablement plus marcher. Donc, c'est-à-dire que probablement, il a des genoux flingués, et les pieds aussi. On rematait il y a pas longtemps le combat de Georges Saint-Pierre contre Johnny Hendricks. Et tu sais, il y a un moment donné où, en gros, j'ai sauté de mon siège parce qu'en gros, c'est cette partie-là, donc je pense pas qu'on verra. Donc c'est vraiment entre le tibia et le pied. Et Georges Saint-Pierre envoie pour mettre un low kick pleine balle et Johnny Hendricks le contre avec le genou. Bon, c'est la fameuse Anderson Silva versus Weidman, sauf que là, c'est vraiment sur le pied, tu sais, la jonction. Et ça, c'est des trucs qui peuvent vraiment te péter le pied et vraiment sur le long terme, ça peut te handicaper en fait. Et Darren Till qui vient de la boxe thaï, Darren Till qui fait tout en frappant comme une mule, et ben il y a des grandes chances qu'il ait explosé donc les pieds et aussi les genoux. Et c'est pour ça qu'il ne kick plus beaucoup. C'est ce qu'il disait. Contre Gastelum, il est revenu au low kick. Avec succès en plus, parce que de toute façon il a des jambes, il a un bœuf sur chaque jambe en fait Darren Till. Et il est revenu et vraiment avec beaucoup de succès. Et en plus, ce qui est cool, c'est que donc Darren Till est southpaw, donc jambe droite devant, et est orthodoxe pour Whittaker. Et ça peut être très bon pour les low kicks jambe avant de Darren Till, qui seront toujours là en fait. Il pourra toujours les utiliser. Et les low kicks, là comme ça, de ce que je me souviens de Whittaker, il n'en met pas énormément. Il met beaucoup de front kick, beaucoup de high kick, ces espèces de fouettés qui sont incroyables. Parce que kick aussi contre Romero. Side kick, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, et là j'ai un peu peur. J'ai un peu peur là-dessus. Alors je sais pas, parce que Darren Till maintenant, il l'a toujours fait, mais là, contre Gastelum, c'était juste, mais à pleurer. Beaucoup de mouvements latéraux. Et pour moi, c'était la première fois qu'on le voyait faire ça. Ouais. Alors que d'habitude, c'est vrai qu'il restait plus, j'arrive, je te mets la pression. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que, j'ai rematé des combats des deux, de Darren Till et de Whittaker, et les deux, avançaient surtout en ligne droite, disons, même en offense, en fait. Ils avançaient, pour Whittaker, il avançait un jab, et puis il reculait. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'il s'était fait timer plusieurs fois contre Wonderboy, et qu'il a fini par se faire mettre KO. Et Darren Till, c'était pareil. En fait, il avançait en ligne droite et un peu moins de déplacements latéraux. Et maintenant, il en fait énormément contre Gastelum. C'était impressionnant. Donc, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, en reculant. Maintenant, ils ont vraiment tous les deux cette science de insaisissable. Toujours à chercher des angles, etc. Et c'est pour ça que je pense pas que ce sera aussi facile, même si je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une arme qui peut-être va être intéressante pour Whittaker. Mais tout ce qui est front kick, side kick, dans le Darren Till qu'on a vu. Parce que c'est ça, en fait. Pour moi, en fait, on peut pas dire que c'est simple pour notre cher Darren Till, mais c'est vrai que Robert Whittaker, on va dire au top niveau, donc c'est-à-dire à l'UFC, les deux grosses défaites qu'il a eues, c'est contre Wonderboy et contre Adesanya. Deux combattants qui sont très aériens, qui se déplacent énormément. Ouais. Le reste, à chaque fois, dès qu'il a eu des mecs assez mobiles, même des mecs qui mettaient la pression, il s'est très bien débrouillé. Ouais, il s'est très bien débrouillé. C'est vrai que le Darren Till qu'on a vu contre Gastelum, il commence à entrer de ce côté-là, à bouger beaucoup plus tout simplement, et être aussi beaucoup moins prévisible. Parce que c'était ça le gros point noir aussi de Darren Till. Ouais. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il s'est diversifié contre Gastelum, en fait. C'est pour être un petit peu moins en mode, je veux juste te placer mon cross de l'enfer. Ouais. Et ça, c'est vraiment très très bon signe. Et c'est pour ça que c'est hyper compliqué de donner l'un des deux, parce que, en fait, ils sont tellement techniques. Ouais. Et vraiment, ils sont au sommet de leur art tous les deux en striking. Et je pense qu'ils vont être vraiment très 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 équilibrés au niveau du match-up.
Oui, pour être extrêmement patient, comme le combat contre Wonderboy, je pense, des deux cas. Ça Et surtout peut. enfin, D'autant plus que tu vois, si ça avait été le Darren Till d'avant qui mettait la pression, là je pense que ça aurait été intéressant. Vraiment, parce que là, le clash des styles aurait pu être... aurait pu vraiment faire mal. D'autant que les deux, ils fonctionnent beaucoup par blitz. complètement. Par vraiment des entrées fracassantes et après ils repartent. Et c'est vrai que là, vu qu'on est sur un Darren Till comme on l'a vu contre Gastelum qui est beaucoup plus prudent, beaucoup plus mesuré, et Whittaker qui, bon, je pense pas du coup qu'on retrouvera le Whittaker d'Adesanya complètement fou. Complètement. Après, c'est le style aussi. Parce que là aussi, mon cher Ross. C'est vrai que contre Gastelum, on l'avait dit, on craignait énormément pour Darren Till. Ouais. Gastelum qui a les mains, c'est des parpaings. Et très rapide. Whittaker, c'est pas non plus la même chose. Donc peut-être que Darren Till qui, quoi qu'on en dise, après les deux combats qui avaient été très compliqués pour lui, peut-être qu'il y avait aussi cette appréhension-là et donc un game plan hyper spécifique. Parce qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que s'il y avait bien un combat qui aurait pu le préparer comme il faut pour Whittaker, c'est Gastelum. Ouais. Quelqu'un de très très rapide, de très mobile, a vraiment une science du déplacement. Quand il entre, il est explosif de ouf et très très rapide et en anglaise beaucoup, même si Whittaker est beaucoup plus divers et franchement, ces enchaînements où il commence en main et il finit sur son coup de pied fouetté que tu vois même pas venir parce qu'en fait, il a une manière, il passe même pas les hanches en fait. Parlez-en à Jacare. Ouais, voilà, exactement. Et c'est tellement vif et c'est tellement imprévisible la manière dont il les place que il peut vraiment faire mal avec des armes différentes de Gastelum. Il peut faire mal avec ses kicks. Et c'est pour ça que je suis très curieux de voir. Eh oui. Je sais pas si ce sera un combat chiant ou pas. En fait, je me demande, ça peut vraiment. Ouais. Mais après, voilà, ils ont tellement de pouvoir l'un et l'autre de KO. Plus Darren Till, mais après Whittaker aussi il fait mal. C'est-à-dire qu'il a pas le même pouvoir de KO, même si c'est surtout avec ses kicks, mais il fait mal aussi. On se souvient avec Jacare, en jab c'était dur quoi. Et du coup voilà, ça peut être chiant, ça peut être très très excitant pendant quelques minutes. Ils peuvent fonctionner par blitz et c'est les blitz les plus stylés du monde. C'est vraiment, tu sais, c'est en mode téléportation DBZ. Les mecs, ils se regardent pendant 3 minutes et quand ils décident d'y aller, il se passe 45 trucs en 1 seconde et ils reviennent normal, tu vois. Et c'est tellement difficile d'évaluer ce qui peut se passer que en vrai, j'ai aucune idée. On a dit à peu près ce qui pouvait arriver. Middle aussi, les middle kicks. Darren Till, d'autant plus que c'est Southpaw contre Orthodox, là, qui sont exactement nos positions en ce moment. Exactement. Et là, c'est vraiment les middle kicks qui peuvent ralentir Whittaker. Et voilà, il y a rien de mieux pour gêner en tout cas le mouvement de quelqu'un que de balancer donc soit des gros low kicks, soit des middle kicks, parce que si le mec avance, là t'avances plus, et autrement ça te maintient en alerte. Enfin tu dis putain quand est-ce que ça va venir, t'es prêt à le bloquer, etc. Donc les middle kicks ça peut être une grosse option aussi pour Darren Till si c'est un peu comme José Aldo et les fameux kicks, s'il a les jambes pour et qu'elles sont pas trop flinguées quoi. En tout cas malheur aux perdants sur ce combat-là. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Whittaker, là, il sort d'une période un peu compliquée pour lui parce qu'il a traversé, je crois qu'il a connu la dépression, plus des gros problèmes perso. Ouais. S'il voulait tout simplement arrêter de toute façon le MMA. Mais ça me fait vraiment peur parce que ça fait longtemps. Contre Adesanya, on avait déjà eu ce discours de j'étais en dépression avant, donc après les combats contre Romero. J'étais en dépression, le corps ruiné aussi, mais j'ai retrouvé la lumière. Maintenant, je suis beaucoup plus serein, etc. Ouais. Et là, il a révélé après le combat contre Adesanya, qu'en fait, il n'était pas du tout remis. Il était psychologiquement toujours dans un cauchemar, etc. Donc là, il peut nous dire ce qu'il veut. Il pourra nous dire ce qu'il veut en médiadem, mais c'est comme l'histoire de Pierre Leloup, quoi. Enfin, quoi qu'il nous dise, ça, tu vas bavoir. Right. Oh. Mais oui, mais oui, voilà. Donc, on sait même pas dans quel état psychologique sera Whittaker. Darren Till, c'est toujours une constante. Le mec psychologiquement, mentalement, il est toujours là. Il a des doutes et c'est ce qui fait qu'il change de style, mais il a pas. Je pense pas qu'il ait ces espèces de démons intérieurs comme Whittaker. Non, complètement. Et puis pour moi, c'est encore un bon test, je trouve, pour Darren Till. C'est vrai que là, ses 2 premiers combats chez middleweight, il aurait été contre des middleweight entre guillemets normaux. Ouais. Et donc pour lui, ça lui permet une bonne adaptation aussi dans la catégorie, où je pense quand il fera face à Jared Cannonier ou Yoel Romero ou par exemple Paulo Costa, là ça peut être un peu différent pour lui. Mais là, je veux dire, c'est logique. En tout cas, selon toute vraisemblance, le mec qui s'imposera là aura le title shot ou combat contre Hermansson. En tout cas, c'est ce qu'Hermansson souhaite. Voilà, sur 5 rounds. Là aussi, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Pas d'inquiétude parce que les mecs ont l'expérience des 5 rounds. Oui. Et puis bon, même s'ils sont explosifs tous les deux, ils gèrent particulièrement bien. Puis contre Wonderboy, il a mis le knockdown au 5e round. S'il vous plaît. Attention. Ouais.
Et puis, il y en a un autre qui a tenu 50 minutes contre Romero. Oui, c'est dur. Non, mais voilà. Bon, il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus que ça. Et qui a gagné à chaque fois. Gagné. À chaque fois. Non, vraiment, je pense qu'on est complet là-dessus. Je pense aussi. Ouais. Donc, formidable. N'hésitez pas à, de toute façon, à nous donner vos pronostics, analyses, parce que c'est vrai que ce combat-là, c'est tellement chaud à pronostiquer. C'est vraiment compliqué. Ça dit, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je donne petit avantage pour ma part, quand même, à Whittaker. Moi aussi. Parce que c'est vrai que c'est vraiment ce côté-là. Pour moi, faut être hyper aérien pour avoir une chance contre Whittaker. Ce que, pour l'instant, on n'a pas vraiment Adesanya. Et même s'il y a eu d'énormes progrès, je veux dire, dans ce sens-là, face à Gastelum, je pense que ça ne suffit pas pour un mec comme Whittaker. Et moi, il y a un autre truc, en fait. Et je vois Whittaker par décision. Je le vois très mal mettre KO quand même Darren Till. Oui, mais quoique. En fait, moi, il y a un truc, et surtout là, il y a une vidéo qui est sortie de BT Sports, où il y a, donc sur Darren Till et son entraînement. Et il y a un truc, moi, que je déteste, c'est quand les combattants, en gros, voient au-delà. Et là, Darren Till, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que le mec a vu au-delà de son adversaire, il s'est fait mettre KO ou il a été, il s'est fait déboîter. Ouais. Les Luke Rockhold, les Phil Davis contre Anthony Johnson. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois que le mec dit, ouais, mais moi, c'est Adesanya que je veux, et après ce combat-là, quand j'aurai gagné, moi, je veux Adesanya et rien d'autre. Et donc, c'est ce qu'il a dit dans BT Sport. Et j'aime pas ça du tout. Quand les mecs disent ça, Et donc, rien que pour des trucs comme ça, tu sais, très, très superstitieux, j'ai presque envie de Wayne Whittaker, alors que c'est mon combattant préféré, Darren Till. Vous le savez. Voilà. Mais, ouais. Et après, bien sûr, son entraîneur aussi a dit Colin Heron, il est dans la meilleure forme de sa vie, Darren Till, donc ça veut dire qu'il est probablement blessé. Voilà, ça aussi, la fameuse que vous aurez dans mon post-fight interview. J'ai traversé le pire camp de ma vie. Mais donc, c'est ça qui m'ennuie. Alors, mon prono de reste. Whittaker par KO. Quel round? Troisième. Mais pourquoi KO sur quoi? Sur un enchaînement? Un enchaînement. Ouais. Surtout que maintenant on sait que ça peut arriver. Bah ouais. On a un enchaînement où je sais pas Whittaker a réussi à le dépasser ou il a retrouvé son timing, je sais pas. Ouais. Et ça me pèse de le dire. Oui. En tout cas, croyez-le bien. Croyez-le bien. Oui. Big shout out à My Sweet Protein, moins 45% avec le code la sueur. Et puis shout out aussi Venom. À Venom. Ouais. Notre sponsor, Proud. Exactement. Le lien est dans la description. Et puis, rendez-vous pour ce main event là qui a manqué souvent de carte prétexte. Le reste de la carte est aussi pas mal quand même puisqu'on a Gustafsson Verdum. Voilà. Vous rêviez de John Jones Ngannou? Non. Vous avez Gustafsson Verdum. Et puis aussi la trilogie que tout le monde attendait entre Little Nog et Shogun Rua. Là aussi, l'UFC régale. Ça fait vraiment plaisir. Mais il y a quelques autres combats qui sont pas mal. Et puis là, on se moque, mais c'est quand même intéressant. Oui, ça reste des légendes. Exactement. Bien, mon cher Rust. À la prochaine. Portez-vous bien. Et il faut boire de l'eau. Toujours. Période de et toujours dans les gourdes Quechua. Exactement. Toujours. Shout out to Quechua. Soit. Salut à toutes et à tous, ici Mister Badak, rédacteur pour La Sueur, je parle jeux vidéo. J'écris souvent des tests pour le site et cette fois je me tente à faire de l'audio pour vous parler de The Last of Us Part 2. Le jeu est sorti le 19 juin dernier en exclusivité sur PS4. Il s'agit de la suite directe de The Last of Us qui était sorti sur PS3 à l'époque, puis en remaster sur PlayStation 4. Gros jeu. Beaucoup de choses à dire, tellement que voilà, je vais pas spoiler parce que franchement ça serait dégueulasse pour ceux qui ont pas encore joué au jeu. En tout cas, on ressort pas indemne de cette expérience et je vous en parle maintenant. Jingle. Soit. Eh bien ça y est, il est enfin sorti. The Last of Us Part 2 est enfin arrivé chez nous. Après des années d'attente, le voilà qui se présente dans notre salon. Le jeu a eu quelques petites galères pendant le développement. Il y a eu pas mal de petits déboires. On se disait est-ce qu'il va finalement arriver, est-ce qu'il va pas arriver. Bon bref, il a été là pour notre plus grand plaisir. Et en plus,
on sent que là, il y a un phénomène d'une ampleur certaine qui se crée, parce que quand un jeu vidéo dépasse le cadre même du jeu vidéo, qui commence à devenir presque un phénomène de société, on sent que c'est un jeu qui restera et qui marquera même l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. The Last of Us Partout, donc, c'est la suite directe de The Last of Us. Ça se passe quelques années après. On retrouve Ellie et Joel qui sont maintenant dans une communauté, et on voit bien que ça va pas forcément se passer comme ça devrait se passer de manière générale. Et du coup, on va être amené à vivre des aventures qui marqueront l'héroïne, mais également nous, joueurs de jeux vidéo. C'est compliqué de parler de The Last of Us Partout parce que on pourrait en parler pendant des heures, mais malheureusement on spoilerait la planète entière, quoi. Donc je pense aussi aux joueurs qui ne l'ont pas encore acheté et qui peut-être y joueront cet été ou même plus tard. Mais je sais que maintenant avec Internet, les réseaux sociaux, machin, on peut vite se faire spoiler, mais on peut aussi essayer de se préserver, et je pense à ces joueurs-là, et je vais tenter de lui parler du jeu sans spoiler le moindre élément scénaristique, parce que il y a matière, il y a clairement matière pour spoiler les gens et faire chier n'importe qui, mais je vais penser à vous et je vais tenter d'en parler de manière sobre mais efficace. Donc, comme je disais, on c'est la suite directe du 2, du 1, pardon. On se disait, mais déjà le 1 à l'époque, ça avait été une révolution en matière de narration. Il y avait une telle intensité que du coup, on se dit, quand on savait que le 2 était sur les rails et qu'il allait sortir, on se disait, comment vont-ils faire pour aller au-delà encore de cette narration qui prend aux tripes. Est-ce qu'ils vont y arriver? Et même en termes de graphisme, en termes de jouabilité, comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'en fait, ils vont pas finalement se planter, en fait? Et quand on lance le jeu, d'emblée, on se dit, bon, bien évidemment, graphiquement, c'est clair, on est à un seuil au-dessus, même par rapport au remaster, on est clairement à un seuil au-dessus. Et au niveau de la narration, mais c'est juste sublime. Je pèse mes mots parce que moi, ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est pas seulement prendre du plaisir en mode je me suis défoulé, j'ai fait 3 runs de circuit, j'ai fait de la plateforme. Là, quand un jeu vous prend aux tripes au niveau de la narration, qu'en fait on a de l'empathie pour le personnage principal, qu'on en arrive à être touché de par un simple regard, de par même la réalisation est faite de telle manière qu'en fait on ne ressort pas indemne de chaque partie. Et même le jeu en devient même épuisant en fait psychologiquement, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, on va se dire non mais plus on avance, on se dit bon alors jusqu'où ils vont nous emmener, quoi. À un moment donné, on va atteindre le climax. Le climax, c'est le moment le plus haut dans la narration d'un film, qui fait basculer d'ailleurs tout le film vers la phase finale. Quand est-ce qu'on va atteindre ce point culminant tellement c'est fort? Et ils ont clairement réussi leur pari. C'est-à-dire que vous allez avoir des séquences de jeu où non seulement, paradoxalement, on va prendre son pied en termes d'action, en termes d'exploration, en termes de découverte, mais à un moment donné, on va aussi se dire, ça s'arrête quand? C'est au niveau des émotions, on déborde. Et franchement, ça fait longtemps que je n'avais pas été autant touché par un jeu avec The Last of Us Partout. Au niveau de la jouabilité, en plus c'est tellement simple, ça en devient même déroutant, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire 36 000 combinaisons pour changer d'arme ou quoi que ce soit. C'est hyper simple, c'est didactique, c'est clair, c'est net. Et franchement, en fait, on vit le jeu, quoi. Et on n'est pas là à se prendre la tête, en fait. On vit le jeu. Et c'est génial. Et en plus, le jeu est adapté pour les personnes qui sont malvoyantes ou qui ont des problèmes,
de repérage, pour les couleurs, etc. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne fait jamais attention de base. Et là, je veux dire, quand on voit qu'on peut même jouer au jeu en étant aveugle, quand même, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le jeu est adapté pour tout le monde. Et franchement, oui, on peut le dire. Je pense que c'est un grand jeu. C'est un grand jeu. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Alors oui, pour ne pas vous dévoiler beaucoup d'aspects du scénario, oui, ça va diviser. Oui, le jeu va diviser. Mais finalement, comme une œuvre d'art divise les spectateurs. Certains vont être touchés par un tableau et d'autres vont crier au scandale. Et ben c'est là où on remarque que The Last of Us est finalement quasiment une œuvre d'art vidéoludique finalement. Et on peut voir que des moments, la presse adule le jeu, les joueurs beaucoup moins. Et au tout début, quand j'avais lu certains articles, je me disais mais pourquoi les gens n'aiment pas le jeu? Et en fait voilà, c'est-à-dire que des éléments de scénario font que peut-être que certains s'attendaient à avoir de l'action pure et dure, un peu genre Uncharted en fait. Et le jeu, c'est vrai que The Last of Us Part 2 est extrêmement bavard. On devient plus des moments spectateurs que acteurs. Et c'est vrai que moi, ma référence en matière de jeux vidéo, c'est Hideo Kojima, qui pour moi allie cinéma et jeux vidéo de manière presque fusionnelle, quoi. Et ben là, on atteint ce même degré d'intensité. C'est vrai que c'est un jeu bavard. C'est vrai que des moments, certains vont pouvoir dire bon, allez, on y va. C'est quand qu'on dézingue du rôdeur, c'est quand qu'on dézingue des soldats, etc. Parce qu'on va être mêlé, bien évidemment, dans le scénario à plusieurs catégories. Il va y avoir des phases de gunfight, il va y avoir plein de phases, mais il y aura aussi surtout une histoire, en fait. Et si on n'accepte pas ce postulat de départ, il y en a beaucoup qui vont rester sur le côté de la route, et c'est normal, je peux les comprendre, parce que c'est pas ce qu'ils recherchent. Mais le jeu est tellement riche, mais il n'est pas exempt de défauts. Bien évidemment, des moments, il y a des angles de caméra, c'est pas très clean. Des moments au niveau du graphisme, malgré le fait qu'il y ait une profondeur de champ, mais énorme. Et encore, je joue pas sur PS4 Pro, donc c'est vous dire. Mais niveau graphisme, on est dans ce qu'il y a de mieux actuellement sur le marché, c'est clair. C'est clair. Et on n'est pas encore sur PS5, on sait même pas ce que ça va donner. C'est un truc de dingue. En tout cas, The Last of Us Part 2 est un grand jeu qu'il faut avoir absolument chez soi. C'est obligé, s'il y a un jeu à acheter en ce moment, c'est celui-là. C'est grand, c'est très grand. La BO est sublime, l'histoire est géniale. Bref, c'est du grand art. Clairement, je n'ai jamais pris ça fait longtemps que j'ai pas autant kiffé un jeu. Et franchement, si cette année il y a un jeu à acheter, c'est bien celui-là. C'est clair. J'espère que ce petit podcast rapido vous aura conquis. En tout cas, si ça vous plaît, on va essayer de refaire des choses comme ça peut être sympa. Donc voilà, à plus et à bientôt sur la planète jeux vidéo. Ciao. Tu m'arrêteras pas. Je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. J'espère que tu vas t'en tirer. J'ai pas le choix, je dois y aller. Tout a un prix. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû.